Aujourd'hui, lundi matin, on va donc parler bifurcation, désertion, redirection. On va reprendre le cours d'une conversation qu'on avait lancée l'an dernier en recevant les déserteuses et certains membres du collectif Vous n'êtes pas seuls pour parler de jeunes diplômés, de jeunes salariés, souvent des ingénieurs qui refusent de participer à la destruction du monde telle que la dictent les professions auxquelles ils se destinaient. C'était peu de temps après le coup d'éclat des jeunes diplômés d'AgroParisTech. Et on avait parlé avec nos invités de ces moments de bascule dans une vie, mais aussi de ce qui les précède, le doute notamment, où on décide de renoncer à des privilèges, ceux d'une carrière rémunératrice, socialement méritée, pour se destiner à des formes d'activité en cohérence avec un état de conscience et un état du monde, et du fait que tout ça n'était pas évident. On s'était demandé s'il fallait se représenter les choses en termes de désertion, de bifurcation. On s'était intéressé aux réappropriations de savoir, aux chantiers aussi, qui naissaient avec eux, et aux réorganisations locales que dessinaient ces choix. On avait donc ouvert beaucoup de questions, et aujourd'hui, on est très heureux de poursuivre cette discussion, de l'enrichir, peut-être même de la déplacer, avec Olivier Lefebvre, ex-ingénieur, je crois que il faut mettre le ex, mais tu nous diras, qui a publié il y a quelques mois une lettre aux ingénieurs qui doutent, aux éditions de l'Échappée. Olivier, est-ce que tu peux nous donner peut-être d'abord, pour commencer, pour constituer un peu ton expérience, une vue de ton parcours d'études, de ton parcours professionnel et du moment où justement ça a bifurqué. Tout a basculé. Voilà. Donc pour faire bref, effectivement, mon parcours, qu'est-ce qui m'a amené à écrire un jour un livre sur la désertion ou la non-désertion des ingénieurs. Il m'a d'abord fallu en devenir un, et comme beaucoup d'ingénieurs, me semble-t-il, j'ai pas eu le sentiment que c'était un choix très conscient, c'est pas quelque chose que j'ai décidé ou petit, je me disais voilà, moi je veux être ingénieur. J'avais pas du tout de goût particulier pour la technique, c'est-à-dire la production d'objets, tout ce qui serait bricolage, etc. J'avais un goût pour les sciences, ça c'est très net, mais j'avais aussi du goût pour d'autres choses, et je suis tombé dans la voie de l'ingénierie par le mécanisme un peu de la sélection, c'est-à-dire on se dit ce qui est le plus sélectif, le plus difficile à obtenir, sans doute un peu par désir mimétique. Si les gens le désirent, c'est que ça doit être désirable, et on part, dans tous les cas certains, comme moi, et on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là, on part dans des voies qui sont pas vraiment donc l'objet d'un choix délibéré. Et à un moment, on se réveille et on est dans une école d'ingénieurs, et on se dit maintenant qu'on a en quelque sorte investi cette énergie-là, ce temps-là, maintenant qu'on a développé de toute façon malgré soi ce type de compétences, on va plus ou moins poursuivre dans cette voie. Alors moi, j'ai cherché à repousser ce moment-là, parce que je sentais bien que devoir vendre ma force de travail à des entreprises qui fabriquent des objets ou qui proposent des services à des gens qui fondamentalement n'en ont pas vraiment besoin, je sentais que ça allait me poser un problème. Donc j'ai cherché à repousser ce moment où j'allais devoir travailler dans l'industrie, travailler en entreprise. Alors pour ça, j'ai fait une année de césure dans mon école d'ingénieur. Avant ça, j'ai commencé à faire de la philo en fait en parallèle de l'école d'ingénieur. J'ai tenu 1 an, ça s'appelait le DUG à l'époque, et demi, et à la fin, au milieu de la 2e année, j'arrivais plus à mener les deux en parallèle. Comme par hasard, c'est quand même la voie de l'ingénierie que j'ai choisi de poursuivre. Tu vois, il y avait l'idée de ça va m'ouvrir plus de portes, etc. Bon. Et ensuite, donc j'ai fait une année de césure. On me disait, si je vis la vie d'expat, voilà, ça va tout changer et tout. Il y avait vraiment l'idée quand même de chercher à échapper à ce destin qui paraissait assez bien tracé. Et ensuite, pour retarder encore un peu, j'ai fait une thèse dans le domaine de la robotique et intelligence artificielle, qui me donnait au moins 3 ans à ne pas devoir travailler pour une entreprise. Et effectivement, il y avait un côté très ludique, etc. Bon, je suis suivi par un postdoc derrière, mais je me voyais pas du tout chercheur dans ce domaine-là de la robotique. J'avais pas de passion pour ça. C'était pas mon hobby. Je m'amusais pas à fabriquer des robots le week-end. Et donc j'ai fait comme les gens faisaient autour de moi, c'est-à-dire que je me suis dit il va falloir que je cherche un travail avec les compétences que j'ai, parce qu'il faut que je gagne de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour manger, etc. Et j'ai trouvé un travail dans une entreprise. Grosso modo, voilà, j'étais chef de projet, puis chef d'équipe, responsable R&D dans les domaines de la robotique. Dans 2 entreprises différentes. La deuxième, c'était dans le domaine des véhicules autonomes.
On fabriquait des véhicules, des petites navettes de transport de personnes ou des véhicules de transport de marchandises, donc sans conducteur, sans volant, tout automatisé. Et pendant toutes ces années, quand même, il y a eu des tentatives, le fait de faire de la philo, le fait de prendre une année de césure pendant les études, etc. Un peu des tentatives d'échapper à cette voie qui ne me paraissait pas désirable, mais dans laquelle je retombais comme inexorablement. Et je n'arrivais pas à trouver d'autres manières. J'étais un peu pris par ce truc, on y reviendra, ce piège des compétences. Je faisais avec les compétences que j'avais développées. Et au fur et à mesure des années, je développais de nouvelles compétences. Je devenais très bon en gestion d'équipe R&D en robotique. C'était ça que je savais faire. Et je n'arrivais pas à trouver de domaine, d'application qui, et c'est une évidence, quoi, en robotique, qui fasse sens pour moi, en me disant, bah ouais, là, ça irait dans le bon sens, socialement, puis par rapport aux enjeux de notre époque, à la question écologique, etc., ça irait dans le bon sens. Comme par hasard, je n'arrivais pas à trouver avec ces compétences-là de métier. Donc il y avait une forme de résignation à se dire, bon ben, c'est comme ça en fait, voilà, tant pis, t'as choisi la voie ingénieur, alors c'est bien, voilà, ça te donne des loisirs, une vie assez confortable et tranquille, mais il va falloir oublier la possibilité de faire autre chose. Tu es un peu enfermé dans cette voie-là, cet effet tunnel, comme tu dis, jusqu'au jour où à un moment, juste, ça n'a plus été possible pour moi de continuer. Donc il y a eu un burn-out, une phase de dépression, et qui était suffisamment profonde pour que je me dise, il va vraiment falloir que je change pas mal de choses dans ma vie et dans mon travail. Je vais pas juste pouvoir revenir au boulot derrière et faire comme si de rien n'était et attendre la retraite encore 25 ans. Donc voilà, il y a eu quand même un électrochoc à un moment auquel je m'attendais pas particulier. Ouais, c'est ça. Dans la manifestation, finalement, c'est plutôt un effet d'accumulation qui à un moment... C'est plus, je dirais, un effet de dévoilement, de révélation. C'est-à-dire que c'était déjà là depuis le début. Je ne voulais pas faire ça. Mais je ne voyais pas d'autres moyens. Et au fur et à mesure, je pensais que j'allais pouvoir, malgré cette dissonance cognitive, malgré le fait qu'en fait, j'aimais pas ce travail, il faisait pas sens, et je pensais que je pouvais m'épanouir autrement dans la vie qu'en faisant de l'ingénierie. Peut-être, j'aurais sans doute dû continuer la philo, etc. Mais je pensais pouvoir tenir encore longtemps. Et puis, il y a un facteur, en l'occurrence, c'est quand même très lié à une rencontre amoureuse de quelqu'un qui m'a dit, et je croyais ce qu'elle me disait, mais en fait, moi, quand je te vois, je vois pas un ingénieur. Et je vois quelqu'un d'autre qui a envie de faire autre chose et qui peut faire autre chose. Et j'ai cru ça. Donc voilà, il y a eu un effondrement de toute cette identité qui s'était construite de je suis un ingénieur pas très heureux, résigné à plein de trucs, mais il va falloir tenir. Voilà, pouf, tout ça s'est effondré. Une possibilité de désaffiliation, tout d'un coup, qui s'ouvre. Voilà pour le parcours. Et tu parles t'as parlé de ce terme qui revient dans ton livre et qui me semble très, très important, de ce terme de dissonance. Alors on entend parler, la dissonance cognitive, comme un terme un peu précis finalement, et de fait il l'est, mais enfin, alors toi tu en parles pour la condition de l'ingénieur. Moi j'ai le sentiment aussi que de toute façon c'est profondément vraiment notre situation à tous, quoi. Qu'elle se décline en clivage, en déni, en malaise, enfin avec des effets différents, quoi. Chacun du coup trouve. Mais est-ce que tu pourrais revenir un peu dessus, parce qu'au fond je sais pas si c'est si familier à tout le monde, et comment toi en tout cas, parce que tu t'y consacres un temps à cette réflexion sur ce que c'est que de la dissonance, parce que c'était ta dissonance et ce que c'est que la dissonance de l'ingénieur. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu... Oui, bien sûr. Bon, le terme, il a été proposé là par un psychologue américain, Léon Festinger, pour des formes de dissonance qui sont assez différentes finalement de celles qu'on retrouve là dans le monde du travail, où on pourrait plus parler de conflit de valeurs. Mais pourquoi quand même une dissonance cognitive, ça a un sens? C'est-à-dire, un exemple un peu paradigmatique de la dissonance cognitive, c'est les millénaristes qui pensent qu'en l'an 2000, tout va s'effondrer. Bon, le 1er janvier 2001, qu'est-ce qu'ils font de cette croyance qu'ils avaient? Ils peuvent pas la rester. Ça fait rire. Mais c'est problématique. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On peut pas assumer comme ça, d'un coup, de dire, en fait, tout ce que je racontais depuis des années, c'était faux. C'était une croyance infondée. En fait, je ne suis plus millénariste, paf, du jour au lendemain. Donc, il faut faire tenir la réalité, qui est que le monde s'est pas effondré, avec la croyance que l'on avait. Et on va trouver des histoires pour dire, en fait, non, en fait, il y a eu tel signe qui est apparu, on l'avait mal interprété, ça veut dire que ça se passera pas.
en 2000, mais ça sera en 2033 ou en 3000, ou voilà, on a mal compris. Voilà, pour réduire l'incohérence qui apparaît. Et donc cette incohérence, dans le monde du travail, elle se manifeste sous la forme de ce que l'on dit et ce que l'on pense être important de faire advenir dans le monde, ses valeurs, ses visions politiques. On dit voilà, il faudrait faire ceci, faire cela. Et puis, ce que l'on fait effectivement au quotidien par son travail. Et parfois, il y a pas seulement un décalage, mais une opposition franche, donc entre des gens qui pensent qu'il faudrait qu'il y ait une réduction de l'utilisation des avions, une réduction du trafic aérien, et dont le métier, c'est de améliorer la productivité du secteur aérien, c'est-à-dire de fabriquer des avions pour moins cher. Bon, là, il y a une opposition franche, et c'est un exemple, évidemment, donc moi je viens de Toulouse, qui est tout à fait situé. Il y a beaucoup d'ingénieurs d'Airbus à Toulouse, et qui vivent ce type de dissonance, parce qu'aujourd'hui, ça fait déjà quelques temps qu'on se dit que l'avion, c'est vraiment particulièrement problématique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le prennent, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, donc il faudrait faire quelque chose. Et donc là, il y a cette incohérence-là, elle va, ça entraîne, c'est plus qu'une souffrance psychique, en fait, c'est juste impossible. On peut pas dire aux gens, à moins de tomber dans le cynisme et de dire, oui, en fait, moi je pense qu'il faudrait faire ça, mais je le fais pas, mais ça me va bien, etc. Non, les gens sont quand même assez mal à l'aise avec l'incohérence qui apparaît comme ça au grand jour entre leurs valeurs et ce qu'ils font effectivement, le monde qu'ils contribuent à construire et à façonner par leur travail. Donc ils vont inventer des petites narrations rationalisantes pour dire, en fait, c'est vrai qu'il faudrait réduire le trafic, mais pour l'instant, c'est quand même bien de produire des avions moins chers ou moins polluants, par exemple. C'est ça, on met une petite dose mais oui, c'est ça, il polluera un peu moins. Enfin, ouais, comme si on instillait le doute, finalement, aussi, en disant, mais tu es sûr que c'est vraiment... est-ce si sûr qu'il faut arrêter de produire des avions ? Voilà, moi je milite pour ça, mais en même temps, est-ce vraiment si sûr, quoi ? C'est quand même bien qu'il y ait des gens qui travaillent. Bon, je sais pas, il y a vraiment une multiplicité de manières de rationaliser comme ça son action. Je trouve que les ingénieurs me paraissent quand même particulièrement doués pour inventer des histoires qui viennent légitimer leur activité, leur métier. Et cette dissonance cognitive, pour reprendre ce que tu disais... que ça semblerait être un peu une caractéristique aujourd'hui générale dans la société. Je partage tout à fait cette idée. Il me semble même en fait que... Alors moi je pars de l'exemple des ingénieurs, parce que c'est celui que je connais, et l'idée évidemment c'est de pouvoir monter un peu en généralité au-delà de ce seul cercle de ce groupe social, si tant est qu'on puisse parler d'un groupe social. Et... moi, je me figure quand même l'ingénieur avec sa dissonance cognitive comme... en fait, il y a une banalisation, une normalisation de la dissonance cognitive. On n'imagine pas que ce soit possible d'avoir un travail d'ingénieur sans dissonance cognitive. Ça fait partie de la condition de l'ingénieur ou même du travailleur en général, parce que qu'est-ce que vous voulez, mon bon monsieur, ma bonne dame, dans le monde tel qu'il est, vous croyez qu'on peut travailler en n'ayant que des impacts positifs ? Non, forcément, le monde, voilà, c'est compliqué, forcément, quand on travaille, il y a une part de nuisance. Et ce discours-là est complètement banalisé, on oublie juste de dire que, en fait, c'est dans le capitalisme industriel que le travail de l'ingénieur a une part inévitable de nuisance. Mais c'est complètement intériorisé et normalisé. On s'imagine que c'est la condition humaine ou la condition de l'ingénieur que de devoir... politique c'est ça. Là, moi, je propose de revenir un cran avant. C'est que donc, si on parle de dissonance cognitive, ça implique qu'il y a donc une histoire qu'on se raconte ou qu'on nous raconte, en tout cas à laquelle on adhère, et la réalité de ce qu'on fait. Mais est-ce qu'il y a vraiment, ça c'est une interrogation absolument sincère, est-ce qu'il y a vraiment une histoire que les étudiants ingénieurs se racontent ? Est-ce qu'il y a vraiment une espèce de un peu d'idéologie de l'ingénieur, un peu homogène, comme ça qu'on pourrait dire les ingénieurs pensent qu'ils travaillent à... et finalement ce à quoi ils travaillent à l'émancipation, à la partie progrès. Alors là tu as parlé la part d'idéologie dans l'ingénierie, quoi. Là tu as parlé des étudiants ingénieurs, et je pense qu'il y a un effet de saisissement entre les histoires qu'on peut se raconter, donc les idéologies qui traversent la société et qui vont pénétrer les étudiants ingénieurs, et ce que l'on vit ensuite dans son travail.
il y a un décalage profond. C'est-à-dire qu'on a du mal à se dire en tant qu'étudiant à comprendre pourquoi on va effectivement participer activement à des activités de nuisance. Et cet effet de saisissement, on le sent dès les premiers stages, ou bien petit à petit dans l'entreprise, où on se dit, mais en fait, effectivement, on voit cette part de nuisance inévitable de son travail, et qui est liée à, aux logiques du capitalisme. Les choses sont prises dans des logiques de marché, donc quoi qu'il arrive, effectivement, il y a une part de nuisance. C'est-à-dire, c'est pas comme juste faire du pain, où on produit du pain, et puis on peut pas dire que là, qu'il y a une part de nuisance inexorable, inévitable. Là, on fabrique, on produit le système technique de demain, qui est guidé par des logiques de marché, des logiques de croissance, des logiques de rentabilité sur investissement, des logiques d'exploitation de la nature, etc. Et on est vraiment au cœur de ça. L'ingénieur est l'artisan du développement de ça. Donc là, effectivement, il y a une prise de conscience que on va devoir participer à la nuisance. Oui, mais ma question n'était pas si innocente que ça. C'est que je pense que quelqu'un qui va, par exemple, travailler pour, espérer travailler pour une banque, par exemple, il y a une idée, une idéologie déjà un petit peu, on sait à peu près à quoi servent les banques. Or, j'ai quand même l'impression que en France comme ailleurs, la question de la technique et de la technologie, elle est a priori, de manière un peu normative, considérée comme neutre, quoi. Oui, c'est qu'en fait, voire même comme positive. Alors d'abord comme positive, mais globalement comme positive et au mieux comme neutre. Et cette absence de critique de la technologie, c'est aussi ça qui fait que je trouve que la dissonance d'un seul coup, elle apparaît. C'est que du coup on se dit en fait finalement ce à quoi on travaille est pas trop neutre comme idée de la vie, idée du monde, idée du bonheur, idée de la société, idée de tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, tout à fait. Là, je pense que cette idéologie-là, effectivement, qui traverse complètement la société, elle traverse aussi les étudiants ingénieurs qui se pensent comme être finalement des héros de la transition. Ils sont là au devant de la cavalerie, là derrière, c'est nous qui allons la faire, on nous l'a tellement dit, c'est nous qui allons la faire, cette fameuse transition écologique, c'est grâce à nous, on va inventer les nouveaux objets, les nouveaux moyens techniques qui vont permettre à nos sociétés d'avoir enfin des modes de vie durables, etc. Donc ils se pensent comme effectivement pénétrés et on leur dit, ça très clairement, d'une mission, d'une responsabilité très importante, et donc il y a peut-être il serait du côté des sauveurs, clairement. Et ça entraîne lorsque il y a ce saisissement, ce désenchantement, cette désillusion finalement sur le rôle de l'ingénieur, une dissonance d'autant plus forte. C'est vraiment tout un rêve qui s'effondre. Je pensais faire partie de la solution. On m'avait dit que je ferais partie de la solution. J'ai conscience de faire partie des problèmes. Donc ça, c'est particulièrement fort. Alors que si on a dès le début si on s'est assis sur son éthique dès le début en disant moi je vise un gros salaire et en fait les problèmes, les solutions c'est pas mon problème et tout, on a un risque de dissonance cognitive moins fort effectivement. Oui, et après effectivement les stratégies pour se sortir de cette dissonance dont tu parlais sont aussi de l'ordre de l'anesthésie complète, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une capacité aussi à juste face à cette incohérence complète, y compris vis-à-vis de ce qu'on se racontait, juste geler tout. Ou se dire ce que tu racontes à un moment, c'est-à-dire qu'il y a un désir, et ça me semble là aussi hyper représentatif de ce qu'on connaît tous face aux dissonances de consommateurs. Là, c'est des dissonances d'exécutants, de producteurs, de concepteurs. Nous, on a des dissonances de KFC, manger du KFC et bouffer 5 fruits et légumes. Enfin, je veux dire, on est exposé à ça constamment. Et là, à un moment, je crois que tu racontes, je sais plus dans quelles circonstances, un ingénieur avec qui tu discutes face à ces dissonances-là, et qui, alors lui, a quand même une stratégie finalement explicite. Enfin, c'est même pas une stratégie ici, c'est un atermoiement, mais de dire le jour où on m'obligera, le jour où on me forcera, j'arrête. Et ça, c'est encore une autre stratégie. Je sais plus à quel moment. C'est-à-dire le jour où la loi nous interdit ça, tant que je continue. Enfin bon. Et là, c'est encore une deuxième. Alors il y a la technique sauveuse, effectivement, dont tu parles, quand même, de cette narration, voilà, de technoprogrès, tout ce qu'on voudra. Et puis il y a quand même aussi une sorte de je sais pas comment dire, de non-volonté, quoi, d'absolue déresponsabilisation dans tout ça, qui est, ouais, ok, je sais que finalement, tout ça, je participe à tout ça, mais tant qu'on m'empêche pas, et c'est, ça là aussi, ça me semble à l'image d'une forme de docilité créée par
la dissonance elle-même, par un état insupportable qui est ouais, faut qu'on m'empêche, quoi, parce que moi je suis plus capable. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait cet accord, ce pacte tacite, là, en signant son contrat de travail, où tu auras une vie bien tranquille, mais tu auras de la dissonance cognitive, on la normalise, on la banalise, eh bien, ça vient complètement écraser la dimension politique de son existence. C'est-à-dire, on accepte de ne pas avoir d'agir politique conséquent avec ses valeurs dans le cadre de son travail. Alors éventuellement à côté, et donc ça va ramener la politique à, écoutez, c'est voter tous les 5 ans, c'est ça la politique. Donc ça entraîne de fait une dépolitisation de la personne, vraiment la dimension politique, elle doit être enterrée. Alors il peut y avoir des gens qui ont des engagements politiques et qui sont ingénieurs en dissonance, ça ne fait que creuser la dissonance. Parfois certains s'en sortent et j'en connais aujourd'hui, hein, finalement j'ai mis un tout petit peu d'eau dans mon vin là-dessus, sur des personnes qui ont un engagement politique à côté et qui continuent dans leur activité en réduisant leur temps de travail, etc. J'ai trouvé des parcours intéressants, des personnes tout à fait lucides et sincères en disant au jour d'aujourd'hui je peux pas faire autrement, c'est pas satisfaisant mais j'y vais. Donc là pour le coup on n'est pas dans des personnes qui vont se raconter des histoires, elles sont parfaitement lucides de ce qu'elles peuvent faire ou pas. Et donc oui, c'est ce phénomène de dépolitisation lié à la dissonance cognitive, il est important et ça entraîne un renoncement à toute éthique. Hein, tout simplement, c'est-à-dire que bon, il y a plein de facteurs, hein, bien sûr, qui viennent participer à ça, et je suis pas le premier à en parler. Voilà, dans le monde du travail, là. La surspécialisation qui fait que chacun n'est responsable que de sa petite tâche et donc je ne fais que mon travail, hein, le fameux que chaque ingénieur peut tranquillement dire, moi je ne fais que mon travail, ça n'est pas illégal, loin de là, et donc finalement si c'est permis dans le cadre du marché, c'est que c'est plutôt bon, et c'est aux politiques de réguler l'activité des entreprises, voilà, donc une déresponsabilisation de sa capacité, une évacuation de la question éthique et de sa capacité à juger de est-ce que ce que l'on fait est bon ou pas, et on s'assoit complètement dessus. Et toi, ton moment de bascule, à un moment, tu dis, alors tu racontes là, tu parlais de ce qu'il y a de biographique, de personnel, de rencontres, de moments comme ça, de révélations, mais tu mentionnes aussi quand même dans ton livre que c'est aussi une ambiance sociale, a priori sans rapport, et c'est aussi des événements, tu parles de la crise des Gilets jaunes, comme quelque chose qui a joué indirectement, tu ne développes pas forcément, je ne sais pas si tu pourrais le faire ou si tu veux le faire, mais comme quelque chose quand même qui a eu rapport, qui s'est articulé à tes doutes, à toi. Non, je pense que ça a joué très très directement. Que cette ambiance politique qui est celle des Gilets jaunes. Ce moment où il n'y a plus de docilité, justement. Quoi. Voilà. Et ça cherche un discours. Mais... Ces personnes qui, cette révolte en quelque sorte à l'état pur, ça vient résonner chez moi avec le fait que je ne me révolte pas. Je ne me révolte pas, ça me fait sauter à la figure le fait que je ne me révolte pas, alors qu'il y aurait des tas de bonnes raisons et qui seraient pas très violentes, mais juste de refuser de faire je préférerais ne pas de Bartleby, tu vois, refuser de faire ce qui te semble pas bon, ce qui te semble moralement mal ou pas suffisamment bien, ou que sais-je, mais voilà. Donc quand même un niveau de révolte très, très faible, même celui-là je ne le fais pas. Et donc ça joue effectivement beaucoup, et je dirais que j'ai eu plusieurs entrées en politique, dans la question politique. C'est un moment, on ne sait pas pourquoi, voilà, je pense que vous l'êtes pas mal, si vous êtes là, on est pris par la question politique. C'est comme un truc qui s'impose à soi, des fois un peu trop, là, un espèce de surmoi qui te dit, qui te pousse dans certaines directions. Et j'en ai eu plusieurs, des moments comme ça, un peu ado, où paf, je suis tombé en politique, à me dire mais ouais, en fait c'est super important ces questions-là. Et moi j'ai jamais réussi à expliquer vraiment, hein, et si on avait la clé, voilà, ça serait super, on pourrait mettre plein de gens en politique. Ce qui est sûr, c'est que le moment des Gilets jaunes, ça m'a mis en politique.
Une des raisons, je pense, c'est que, évidemment, les 3-4 premiers jours, je me suis dit ah mais non, c'est encore des bofs qui veulent pas voir le carburant au de prix, ah ben on va pas changer la société comme ça, hein, bravo. Mais je pense qu'il m'a aidé à voir le mouvement d'une toute autre manière, c'est qu'il y avait une espèce d'unanimité, même à gauche, pour critiquer ce mouvement-là. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Personne ne prend le temps juste d'écouter, de voir ce qui est en train d'advenir, d'observer. Tout le monde était dans le jugement directement de ils ont pas de slogan, oui mais il y a des racistes dedans, ouais mais il y a des fachos dedans, ouais, il y a des gens qui votent extrême droite dedans, il n'y a pas de leader, etc. Voilà, tout le monde était prompt à critiquer sans prendre la mesure de mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est le symptôme de quoi et donc, voilà, c'est un facteur qui m'a quand même profondément remis en politique et qui a fait que voilà, je ne pouvais pas taire comme ça ces questions-là et mener ma vie bien tranquille en essayant de soigner ma dissonance cognitive en ayant des loisirs épanouissants pendant le week-end. Ça n'arrivait plus à fonctionner. Là. Et alors cet effet de bascule, toi tu l'as maintenant, je crois que tu enseignes, tu le vois face à d'autres, tu vois d'autres étudiants, du coup, oui. Ingénieurs, tu vois d'autres... tu parles aussi à d'autres ingénieurs. Est-ce que tu as le sentiment que ça se partage justement, enfin, tu montres combien c'est aussi, il y a quelque chose d'aléatoire, enfin d'imprévisible, je sais pas comment. Et toi, le fait de parler, de raconter, de partager ça... Est-ce que tu as le sentiment que c'est une façon aussi de faire advenir, j'imagine Alors, ta question, elle m'amène un peu à ce qui m'a amené à écrire ce livre, finalement, c'est que tout le monde me demandait quelle a été toute ta bascule, quelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et on pouvait imaginer que si on trouvait les ressorts de la désertion, de la bascule, on allait pouvoir les répliquer et entraîner un mouvement. Et moi, dès lors que j'ai eu bifurqué ou déserté, comme on voudra, moi, la question qui s'est imposée à moi, elle est différente. C'est la question opposée, c'est plutôt essayer de comprendre. Je cherchais à comprendre pourquoi il n'y avait pas plus d'ingénieurs qui désertaient. Comment se faisait-il que tous ces amis, ces collègues que je connaissais qui m'exprimaient leur dissonance cognitive, leur souffrance d'avoir un travail qui ne participe pas à mener le monde dans la bonne direction, voire même au contraire, ils en avaient une conscience très très claire, ils étaient très inquiets de la direction du monde et ils le sont encore. Et donc finalement, quels étaient les freins à la désertion? Et c'est cette question-là, voilà, que j'ai plutôt cherché à creuser, plutôt que de dire quel est le facteur qui va permettre les bascules. Donc ce que j'essaye de partager... Comment Et du coup, pourquoi c'est le début de Mathias sur la révolution de Leslie Kaplan. Je ne demande pas pourquoi il y a des émeutes, mais pourquoi il n'y en a pas plus. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Pourquoi il n'y en a pas plus. Qu'est-ce que tu en penses alors en creusant un tout petit peu la question, déjà, je pense que les raisons qui sont classiquement invoquées pour justifier l'absence de désertion, des raisons qui viennent notamment des personnes non ingénieurs, un peu extérieures à ce monde-là, je pense qu'elles ne sont pas balayées d'un revers de la main, il y a clairement du vrai, mais elles ne sont pas suffisantes. Souvent, on va se dire, en fait, les ingénieurs, ils bifurquent pas parce qu'ils sont attachés à leur confort matériel, à une certaine tranquillité de vie, à une vie confortable, et aussi à leur éventuel statut social. C'est toujours mieux de dire dans une soirée je suis ingénieur que je travaille à la boulangerie ou que sais-je. Et c'est en partie vrai, et notamment la question financière, évidemment, elle est fondamentale. On se trace comme ça, en ayant certains niveaux de revenus, des trajectoires dont il est plus difficile de bifurquer, parce qu'on a un crédit, parce qu'on a une socialisation qui devient liée aux revenus. Par exemple, si on a pris l'habitude toutes les vacances d'hiver d'aller partir avec ses amis au ski, ça veut dire que si on doit renoncer au ski parce qu'on va plus avoir les moyens, il va sans doute falloir renoncer à ses amis aussi, hein, voilà, juste pour prendre un exemple comme ça. Donc c'est vrai, mais en même temps, quand on discute avec beaucoup d'ingénieurs qui sont pleins de doutes et de dissonances, et qu'on les amène à objectiver un peu la prise de risque que serait pour eux de tenter autre chose, ben on se rend compte que la prise de risque, elle est beaucoup moins importante que celle qu'ils peuvent comme ça soutenir, et que ça les arrange bien qu'on pense que les gens bifurquent pas parce que ils veulent pas renoncer à leur confort. Et donc pour moi, il y a
des raisons qui sont plus intimes, finalement, peut-être moins avouables aussi, et qui ont à voir avec une forme de servitude volontaire, qui a quelques spécificités chez l'ingénieur, mais qui sont liées à une... Je citais un moment Lordon là-dessus, j'aime bien son expression, il parle d'une obéissance heureuse. Une soumission volontaire, une servitude volontaire qui maintient les individus enfermés dans cette cage tout à fait confortable qui est la leur. Mais voilà, on peut revenir après ou maintenant, comme tu... Maintenant, peut-être, parce que justement, c'est cette cage-là, cette cage dorée qui est sur... Qui est sur la couverture de ton livre, et tu dis en même temps qu'elle se limite pas juste à un confort matériel. Une cage dorée en général, et que c'est plus compliqué que ça. Est-ce que c'est aussi une manière de penser? Est-ce que c'est aussi... C'est quand même la grande question qu'on se pose à plein de reprises, et hors même... Il y a deux choses, ça, pour le coup ça bifurque. C'est-à-dire, si on voulait approfondir ce que c'est qui fait que qu'on change pas qu'on se révolte pas, disons, c'est déjà une voie. Et puis cette question, parce que ça m'ouvre aussi, c'est cette expression de bifurcation que finalement on a adoptée et qu'on emploie maintenant comme un verbe qui aurait une signification précise, alors que c'est pas si simple. C'est ne plus exercer ou ne plus avoir le statut d'ingénieur. Mais en fait, vers quoi ça va? Parce que je pense que tu veux dire, c'est que dans bifurquer, il y a le fait de prendre une autre direction, et donc quelle est cette autre direction une fois que tu et dans déserter, on déserte avec armée bagage, on déserte quelque part, on part pas sur une île déserte, et donc se pose immédiatement la question de ce qu'est l'alternative entre guillemets. Alors moi c'est pour ça que je préfère quand même l'expression déserter, parce que elle parle plutôt de la sortie de quelque chose, c'est ce dont on sort. Et ce vers lequel on va, la question se posera plus tard. Et c'est le geste difficile, c'est sortir de sa cage dorée. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile là pour les ingénieurs, même pour ceux qui sont en dissonance cognitive et qui, pour commencer à réduire leur dissonance cognitive, vont par exemple adapter, tu parlais on essaie de consommer responsable, tu vois, donc souvent moi je trouve l'ingénieur dissonant, c'est un ingénieur dissonant décroissant. Ils sont beaucoup dans on va d'abord chercher à adapter sa consommation parce qu'on se dit qu'avec son travail, c'est plus dur. Mais malgré tout, qu'est-ce qui les retient? Un peu un déclic de compréhension que j'ai eu, c'est en lisant la préface à La servitude volontaire de la Boétie, dans une édition qui était préfacée par Miguel Benassayag. Et il raconte une petite histoire qui m'a semblé, qui m'a fait dire, en fait, là il y a un élément clé d'explication de cette non-désertion. Il raconte l'histoire d'un ours qui est dans une cage, qui grandit dans une cage, et au fur et à mesure de sa vie, il s'est forgé une identité qui est l'identité il est l'ours dans la cage. Son moi, c'est cet ensemble-là. Tant et si bien que si un jour on ouvre la porte de la cage, en fait, il dit l'ours, il va pas sortir. Parce que sortir de la cage, ça serait un déchirement de cette identité qui s'est forgée. Il y aurait une brisure en lui, une brisure de son moi, de cet être, de ce sujet comme ça qui s'est développé au fur et à mesure. Et en lisant ça, je me suis dit, en fait, c'est ça le vrai frein à la sortie de la cage dorée des ingénieurs. Donc leur cage, elle est dorée, elle est confortable, donc déjà ça les pousse pas dehors, premier élément. Mais le deuxième, c'est qu'il y a une identification, en tout cas une identité qui se forge en étant un individu dans cette cage. Alors on peut la décrire un peu, cette cage. Là, elle n'a pas de dimension politique. On a renoncé à exercer une activité politique. Par contre, elle a deux dimensions qui sont très très claires, avec une dichotomie qui est constitutive, évidemment, du capitalisme. C'est la séparation entre le travail et les loisirs. Donc il y a d'un côté un travail qu'on va choisir mi-aliénant, mi-épanouissant, parce que quand même on va essayer d'avoir un travail un peu stimulant intellectuellement, etc. Mais il y a une part inexorable d'aliénation dans le travail, voilà, c'est dit comme ça. Mais en contrepartie, on a cette dimension des loisirs qui est particulièrement développée chez les ingénieurs, qui sont
tout à fait héritier de la classe de loisirs, tu vois, du 19e siècle. C'est un domaine qui est extrêmement investi et dans lequel on imagine que d'ailleurs son moi profond va enfin se réaliser. Effectivement, c'est pas dans le travail où il faut jouer à un jeu, faire semblant d'être vraiment intéressé et tout. Mais non, c'est, alors à nouveau pour citer des exemples à Toulouse, qui est proche des montagnes, des Pyrénées, voilà, c'est quand on part le week-end en montagne qu'on est vraiment soi. Et puis, bon, la semaine, effectivement, on n'est pas vraiment soi, mais c'est ce qui nous permet ensuite d'être soi au moins 2 jours par semaine. Donc, l'identité, c'est qui se forge, c'est le fait d'avoir une existence comme ça qui est bornée par ce périmètre-là, travail d'une dimension et loisir de l'autre. Et une existence réussie, ça serait comme essayer de choisir une trajectoire optimale, tu vois, là on va retrouver des facteurs un peu de la pensée ingénieure et de pensée calculatoire, chercher à optimiser sa vie, trouver le travail le plus épanouissant qui permette le plus de loisirs, le rapport entre les deux, etc. Ouais. Et alors pourquoi est-ce que ça empêche de penser à un en dehors de la cage? C'est que l'épanouissement, le vrai soi, il est obtenu au prix d'une soumission à un travail un peu aliénant, au prix de... en gros, c'est cet accord tacite dont je parlais, en disant « tu auras de la dissonance cognitive dans ton travail », c'est « tu auras une vie bien tranquille si tu fais pas trop de vagues, si tu as de la dissonance cognitive, si, en fait, on le sait, quand il faudra ne pas dire non, quand il faudra sourire, etc. » Et avec cette dimension particulière chez les ingénieurs tu auras conscience par ton travail de structurer, d'amener la société sans doute dans une mauvaise direction, mais il faudra faire avec. Et ça crée un retournement quand même de la question de la liberté et de la soumission, c'est que la liberté, donc celle procurée par les loisirs, etc., elle est le prix de la soumission. C'est se soumettre, c'est le truc premier, et c'est ça qui me permet d'être libre. Et une fois que ce retournement il est fait, là tu es complètement prisonnier, parce que tu n'imagines pas qu'est-ce que ça serait une vie où tu te soumets pas. Si tu te soumets pas, si se soumettre c'est pouvoir vivre une vie épanouissante, ne pas se soumettre, alors ça peut paraître un peu fort peut-être, mais ça serait comme ça pourrait entraîner la mort, au moins la mort sociale, etc. Il y a vraiment un truc impensé de ce point de vue-là. C'est pour ça que la métaphore du petit ourson dans sa cage, elle est rigolote. Enfin, on ne peut que y adhérer comme ça spontanément, mais elle est aussi un petit peu énervante parce que quand on s'imagine le petit ourson dans sa cage, on s'imagine que quand il est pas dans sa cage, il est dans la forêt, il est content et tout va bien, etc. Le problème, c'est que les ingénieurs, comme à peu près tous les gens qui sont pris dans le salariat, enfin, en fait comme la totalité des gens qui vivent si ce n'est sur cette planète, en tout cas en France en 2023, en fait l'extérieur de la cage n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas la liberté à recouvrir comme ça, d'être là, c'est très bien, on va être tout nu dans les montagnes et on va se frotter le dos et les poils de l'ours, quoi, tu vois. Mais non, et donc tu vois, c'est la limite. En fait, la limite de cette métaphore-là, c'est que l'extérieur dont on serait trop bête, enfin qu'on serait trop bête de ne pas rejoindre, en réalité, il n'existe pas. Parce que le capital a absolument tout colonisé, nos vies, nos machins, nos trucs, nos machins, et nos loisirs aussi. C'est pas si fastoche que ça que d'être petit ourson libre dans la forêt, quoi. Tout à fait d'accord, mais parce que j'ai sans doute pas exactement du coup la même définition de la cage. Déjà, je pense qu'il n'a pas tout colonisé. Malgré tout, tu vois, là, ce soir, on n'est pas au cœur du capitalisme, beaucoup moins que le lundi matin quand ton boulot c'est d'optimiser la chaîne d'assemblage de la 320. On est assis sur des canapés Ikea, quand même. Ouais, mais on n'est pas au cœur d'eux, on n'est pas dans une participation active, tu vois, donc il n'a pas tout à fait colonisé, il y a quand même des petits bouts qui échappent, ne l'oublions pas, les relations d'amitié, quand on va danser, etc. Voilà, c'est pas des choses qui sont prises par le capitalisme et elles ne servent à rien pour le capitalisme. D'une part, et puis de quoi est-ce qu'on déserte? On déserte pas du capitalisme, on déserte pas de la société, on sort pas du système, etc. On déserte de la condition bourgeoise et d'une résignation à avoir aplati la dimension politique de son existence et avoir complètement renoncé et de s'en satisfaire. Et dans ce sens-là, c'est très proche pour moi, cette désertion, cette sortie de la cage dorée, du refus de parvenir. Et c'est l'idée de se réapproprier un peu justement la dimension politique de son existence, avec toutes les limites possibles, alors qu'on s'était endormi dessus. Oui, mais enfin ça je comprends vraiment, je suis absolument d'accord avec ça, mais enfin ce que je voulais dire c'était plutôt que enfin c'est pas
qu'on déserte que je remets en question. C'est là où on arrive une fois qu'on a déserté. C'est ça le. Eh ben en fait, on arrive dans le même monde. Voilà, rien n'a changé, mais simplement on se réapproprie. Voilà, on ne participe plus activement à la nuisance et on se réapproprie son pouvoir d'agir politique en disant qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux le faire. Et là, il y a plein de contraintes. Il va falloir faire des compromis et ça va à nouveau entraîner de la dissonance cognitive. Mais c'est quand même pas la même chose que de tenir ça enfermé. Parce que comme à chaque fois avant d'enregistrer un truc de lundi soir, on en parle avant et une discussion qu'on a eu avant, mais je bifurque là-dessus, mais ça me paraît important, c'est que ce qu'on se disait, c'est que ce qu'il y a de particulier avec les ingénieurs, c'est que on s'imagine, pour qui n'est pas ingénieur et n'y connaît rien comme nous, qu'un ingénieur détient des compétences pour le coup importantes, rares ou à minima rares, et que si déserter c'est aller planter trois salades avec ses copains, on se dit non, peut-être qu'en fait s'il y a un monde à défaire, ces compétences-là pourraient, et certainement 1000 autres à refaire, ces compétences-là pourraient être plus intéressantes. Enfin, il y a un truc où peut-être une nuance entre déserter un statut, une fonction, un emploi et déserter des compétences, exactement. Et enfin la question de la technique, elle est absolument cruciale et au cœur à la fois de ce qui nous est infligé et autant très probablement dans comment on sera en mesure de s'en défaire et d'inventer de nouvelles choses. Ouais, mais ce qui pose ça c'est une question quand même. Ouais, mais non, mais ce que je sais que nous, ce qui nous intéresse dans l'action des ingénieurs qui désertent, c'est pas qu'ils abandonnent leur travail, c'est qu'est-ce que toutes ces compétences-là, elles pourraient donner en dehors de tout ça, quoi. Et je trouve que c'est un peu ça le trou noir. Je suis tout à fait d'accord, mais j'ajouterais quand même en préalable, il est important. Il y a quelque chose déjà d'important, d'extrêmement politique dans le geste de la désertion, ce qui est de cesser de nuire. Là, tu leur demandes de faire le bien et tout. Déjà, arrêter de faire le mal, c'est déjà pas mal. Première chose. Et après, effectivement, il s'agit pas forcément de déserter la technique et l'ingénierie, mais et pourquoi pas. Je pense aussi qu'il ne faut pas être trop normatif là-dessus. S'il y a des gens, et j'en fais partie, qui se disent en fait, je suis rentré dans cette voie par un jeu de c'est ce qui est le plus sélectif, etc., et qui pensent pouvoir s'épanouir autrement dans la vie, c'est pas moi qui leur dirais de faire le contraire. Mais il se trouve qu'il y en a plein qui sont nombreux à avoir cette fascination pour la question technique et être d'excellents ingénieurs. J'ai quelques amis comme ça qui ont une espèce de sens pratique complètement incroyable. Quand tu bricoles avec eux, c'est juste un régal, quoi, tu vois. Ils pensent à tout, et en plus ils ont les capacités de faire des calculs mathématiques pour aller loin dans les raisonnements. Et effectivement, ceux-là, ça tombe bien aussi, vont pas forcément avoir l'envie de tout plaquer pour aller brasser de la bière ou faire du maraîchage. Mais il y a quelque chose à créer et à exister, à faire exister. Parce que s'ils cherchent à valoriser leurs compétences techniques aujourd'hui, ça sera au service du technocapitalisme. Et donc il y a une voie entre l'alternative, comme ça en tout petit groupe, où on va raconter qu'on se réapproprie les moyens de subsistance, mais on voit mal comment aujourd'hui ça peut vraiment entraîner des transformations sociales, et j'en parle un petit peu dans le livre. Je tacle gentiment des amis qui parlent de réappropriation des moyens de subsistance, de perspectives de subsistance, de réappropriation de la technique, mais avec des voies qui sont proposées qui me paraissent un peu empreintes de romantisme finalement. Et entre ça et puis l'ingénieur qui se dit ça me va pas, c'est trop romantique, ça change rien, et en même temps j'ai compris que la technique comme elle va pas bien, mais pour vraiment changer les choses il faut le faire de l'intérieur, donc je vais aller bosser chez Renault et leur expliquer comment réorienter l'outil productif vers des bonnes voies, qui ne marchera pas. Je pense qu'on est là d'accord autour de la table, ça n'est pas la bonne solution, on pourrait quand même expliquer pourquoi, mais en tout cas entre les deux, il y a, il me semble, une voie immense en fait, extrêmement large, qui est d'une réappropriation de la technique, mais collectivement, avec les moyens de l'ingénierie, avec les apports de l'ingénierie, notamment parce qu'on a besoin, je crois que tu le disais un peu
en fond, on a besoin de se défaire, de se désincarcérer du système technique dans lequel on est, qui n'est pas soutenable, qui entraîne des tas d'aliénation, et de sortir donc de ces dépendances-là. Et ça se fait pas, paf, d'un tournement. Il n'y a pas un retournement du système technique. On va pas passer d'un truc insoutenable, dépendant du pétrole, etc., à, paf, un truc où tout le monde va bien. Et donc il y a une sorte de trajectoire comme ça, d'atterrissage progressive. Et là, il me semble qu'il y a une voie pour les ingénieurs déserteurs qui ont cette volonté de rester dans la technique. Donc on va rentrer dans le domaine des low-tech, mais low-tech pas avec un imaginaire du bricolage, etc. Une low-tech de comment est-ce qu'on peut faire des low-tech avec la société telle qu'elle est pour réduire les dépendances collectivement, pas juste les dépendances de 10-20 personnes qui s'organisent dans un village ou autre. En fait, dans le fond, la question la plus... j'ai l'impression la plus actuelle vis-à-vis du capitalisme, c'est comment son appareillage se démantèle en fait, qui est une question technique. En gros la vraie question de l'époque, une fois que dans le fond tout le monde s'entend sur la nécessité à peu près tout le monde de le déserter, après les uns individuellement ou non en ont la capacité, la force mentale, je sais pas quelle connerie, mais en tout cas on peut renvoyer chacun individuellement son truc, c'est pas très important, mais en gros une fois qu'on s'entend sur le fait que le monde est à déserter, l'action qui se pose, c'est comment est-ce que tu le répares, le monde. Ou tu le démantèles. Moi, j'aime bien ce terme. C'est-à-dire, c'était le bouquin de l'héritage des fermetures qui parlait de ça. C'est-à-dire, comment tu t'attaques à des structures. Une fois que tu sais que tu as hérité de ce qu'ils appellent les communs négatifs, finalement, il y a une vraie question technique et au tournevis de comment tu défais aussi. Tu déconstruis aussi un monde. Est-ce que c'est ça? Moi, je pense que cette question du démantèlement, elle est surinvestie par des personnes qui justement ne sont pas forcément ingénieurs. Et alors, le grand exemple, c'est comment est-ce qu'on démantèle une centrale nucléaire. Station de ski ou station de ski. Je pense vraiment que c'est pas la question difficile. C'est-à-dire ça, c'est une question d'ingénierie et ça se fait bien. La question, c'est comment est-ce qu'on sort de nos dépendances en termes de mode de vie. Et on voit bien que les alternatives... les quotidiens politiques, je crois que vous aviez reçu Geneviève Pruvot ici, les quotidiens politiques, elle le dit très bien dans son livre, sont ultra dépendants de la voiture et vont être dans des réappropriations de certains moyens de subsistance, mais sans se poser la question de comment est-ce qu'on se réapproprie notre déplacement, notre mouvement, parce que ça c'est comme une question qui est tellement hors de portée qu'on ne la met pas dans le spectre de ce qu'on se réapproprie. Et donc on reste dans une dépendance au technocapitalisme pour nos dépendances les plus fortes. Certains éléments de l'alimentation, certains éléments, le pétrole, le transport, etc. L'alimentation, l'exemple que j'aime bien donner, c'est faire de la confiture à plusieurs avec des amis en ayant cueilli les fruits. C'est un acte de réappropriation un peu comme ça, extrêmement... très spontané, un très bon exemple de ça, mais le sucre, qui fournit le sucre, on sera toujours en dépendance de l'agriculture industrielle pour fournir le sucre. Qui va à un moment va se dire ok, comment est-ce qu'on se fait du sucre entre nous. Et là je pense qu'on a les vraies questions difficiles, tellement difficiles que pas grand monde ne les prend à bras le corps. Et la question de comment est-ce qu'on va démanteler les centrales nucléaires, elle est très facile à côté. La question de comment est-ce qu'on démantèle le transport aérien n'est pas une question technique. Ça, c'est une question socio-économique, effectivement. On va pas fermer Airbus du jour au lendemain, ça met des gens sur le carreau, etc. et tout. C'est une question socio-politique, économique, etc. C'est pas une question technique. Donc, voilà, pour le dire simplement, la vision du démantèlement, telle qu'elle était proposée là dans la référence que vous citiez, je pense qu'elle se trompe de problèmes durs. Même si le terme est intéressant, mais je le vois plus de manière métaphorique, il y a quelque chose à démanteler, qui sont nos dépendances, mais dans le concret de la technique, c'est pas là qu'est le plus dur. Tu veux lutter contre la confiture plus que quoi? Il y avait un texte qui préfigurait un peu ça, qui s'appelait Le pain et la confiture. C'est-à-dire, tout le monde a super envie de faire de la confiture, mais où est-ce qu'on va fabriquer du blé de façon vraiment artisanale? Ça dépend des tracteurs et du pétrole, et je ne vois personne autour de moi, il y a très très peu, qui sont sur des trucs de traction animale, etc. Donc il y a comme deux poids, deux mesures sur la réappropriation. Il y a celle qu'on va mettre en avant, parce que celle-là c'est accessible, et puis l'autre qui nous paraît tellement inaccessible qu'on accepte de rester dans une dépendance au technocapitalisme pour nous fournir ça encore. Et ça, c'est vraiment pas satisfaisant. Et je pense que ce mouvement de bifurcation, désertion des ingénieurs,
il doit venir élargir un peu le spectre de ce qu'on se réapproprie et donc un peu faire aussi un changement d'échelle. Ça va pas se faire juste à l'échelle de petites communautés, mais comment est-ce que ces différentes communautés, je sais pas, en France, pour imaginer, se dire, ok, on est tous en dépendance de la voiture pour créer nos quotidiens, pour vivre nos quotidiens politiques, comment est-ce qu'on s'organise pour en sortir? Ça fait plusieurs milliers de personnes, ça peut réfléchir là-dedans. Juste pour préciser, parce qu'on m'a fait parfois la remarque, il ne s'agit pas de laisser les ingénieurs seuls penser la technique. Ça va pas marcher non plus. Tout ça, ça doit être fait sous évidemment un contrôle social, voilà. Mais on a des gens qui ont cette capacité, grâce à cette pensée calculatoire et procédurale. Voilà. Et ça, c'est pour ça que ça doit être encadré, évidemment, avec d'autres manières de penser, plus poétique ou romantique, que ça reste un moyen au service d'une autre fin, que ça ne devienne pas la fin en soi, quoi. Il y a une combinatoire de la pensée procédurale et de quoi alors il faut quand même autre chose. Ce que tu dis quand même, c'est finalement pas, par exemple, toi tu crois pas au modèle local, quoi. Enfin, au modèle de... En prenant l'exemple de la voiture et en disant finalement si on circule sur des... Enfin, si on fonctionne sur des petits modèles locaux, j'ai l'impression que tu dis concrètement, on se retrouve avec le problème de mettre en relation deux modèles, des archipels, enfin les fameux... Et tu vois d'autres formes, d'autres... Bon, j'ai pas énormément creusé la question, c'est une question très difficile, tu vois, je suis un peu vert pour tout ça, je dirais encore. Donc il était plus facile d'être dans une critique de ce qui est proposé de certains, notamment de la perspective de subsistance en général, en disant, là, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque, et on va jamais arriver à un projet politique avec ça. Or, on a besoin quand même d'un projet politique, et donc voilà, je fais une modeste proposition en disant, est-ce qu'on peut élargir un peu le spectre des réappropriations techniques et penser à des choses qui nous paraissent difficiles, et ça va imposer de monter un tout petit peu d'échelle, de plus être juste dans le micro. Mais voilà, j'ai pas d'éléments beaucoup plus aboutis sur cette question-là. Pas de solution. Un ingénieur sans solution. Mais c'est une proposition quand même qui est une utopie, mais qui mérite, je pense, d'être investie et qui peut nourrir des imaginaires tout à fait désirables, voilà, pour des ingénieurs, de dire en fait, ça pourrait être un endroit où je me sentirais utile. Où j'aurais cette à la fois un épanouissement parce que je ferai de la technique compliquée, etc., et en même temps utile socialement, ni complètement à l'extérieur du système, etc., mais pas non plus complètement à l'intérieur, à juste jouer son jeu. Voilà, je trouve qu'il y a un intermédiaire là qui mérite d'être exploré. Mais c'est un truc qu'on a souvent dit, mais la question des échelles, moi je pense vraiment que la question politique, c'est-à-dire la question révolutionnaire aujourd'hui, c'est la question des échelles. Parce que le problème, c'est que quand on parle d'échelle, en général, soit on dit c'est le truc local, alors bon, soit 5 personnes et leurs 4 potes, soit une petite commune localisée comme ça, soit en France, l'échelle étatique qui est quand même très très prégnante, soit l'échelle européenne, l'échelle mondiale, tout ça. Alors qu'en réalité, la question de comment réparer le monde, comment instaurer des rapports, trouver des formes communistes de production et de partage, etc., ça implique plein d'échelles différentes, en fait, selon les besoins. C'est-à-dire que, c'est l'exemple qu'on donne toujours, mais typiquement, le nucléaire, l'échelle du nucléaire, elle est immédiatement nationale en France. Il y a pas, tu vas pas te poser la question de localement, en fait, il y a une centrale à côté de chez toi, tu ne choisis pas. Donc, il y a cette échelle-là. La question de l'éducation, par exemple, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants et comment on leur apprend, par exemple, d'un seul coup, tu dis, c'est pas forcément à une échelle absolument nationale qu'elle est pertinente. La question de manger des salades, d'un seul coup, l'échelle nationale, elle est peut-être un petit peu, peut-être qu'on s'en fiche. Et donc, en fait, en réalité, on est pris, nos besoins, même ceux de cette société, qu'on partage dans cette société, dans cette configuration-là, ils sont pris dans des échelles hyper différentes, et peut-être qu'en fait, la tâche révolutionnaire actuelle, c'est d'essayer de trouver quelles sont les meilleures échelles pour réussir à collectivement s'entendre sur ce que serait une vie désirable, quoi. Et donc, du coup, il n'y a pas une échelle qui serait la bonne, mais plein d'échelles qui s'imbriquent, quoi.
Enfin, c'est peut-être un peu flou ce que je dis, mais non, je suis pense assez d'accord avec ça. Et personne ne se pose la question, parce que pour le coup, c'est un truc qui se pose très, très pragmatiquement, en fait. On peut se le dire comme ça, mais ce qu'on décrit souvent quand même, des techniques liées à des échelles. Tu vois, les grands travaux, le grand contrôle étatique, tu parles du nucléaire, ça va qu'avec un état fort. L'eau, les grands travaux hydrauliques, ça a pu aller qu'avec des... Enfin, on sait bien qu'il y a un rapport, certaines techniques, certaines échelles. Et en plus, enfin, par rapport à l'électricité, on avait interviewé, son nom m'échappe à l'instant. Fanny Lopez. Fanny Lopez, ouais. Voilà, elle, ce qu'elle dit, regardez, il y a une infrastructure comme elle est, elle correspond à un ordonnancement du monde bien particulier, mais en réalité, on pourrait penser des infrastructures alternatives qui auraient d'autres échelles, quoi. Et voilà, je m'inscris tout à fait là-dedans, c'est-à-dire que les possibilités de réappropriation, elles doivent se poser malheureusement, elles sont posées par les échelles des macrosystèmes techniques dont on cherche à se défaire, ou qu'on chercherait à se réapproprier, même si on veut les faire redescendre de certaines échelles, on est un peu obligé de partir de l'échelle haute aujourd'hui. Elle se pose à une échelle qui nous est imposée, mais ça signifie pas forcément que la réponse elle peut être ailleurs, mais on est quand même obligé de partir de là. C'est un peu ça. On a du mal à partir du là. Et je trouve que l'exemple du transport est peut-être plus facile que la question de l'énergie électrique, etc. On peut plus facilement imaginer faire des trucs qui partent du micro. Mais comment est-ce qu'on sort du pétrole pour nos déplacements ? C'est pas quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, peut être pensé par des gens qui vivent en zone rurale, là, à leur échelle. Ils n'arriveront pas à fabriquer le moyen de transport qui leur va bien. Alors on peut dire oui, ok, c'est bon, on passe au cheval et tout, pourquoi pas, mais c'est pas comme ça que ça va se passer vraisemblablement. Donc il y a des objets techniques à développer, un peu le fameux truc là, les véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, des trucs ultra légers, et j'aimerais bien que ça soit pas Renault et Peugeot qui nous les fabriquent. Tu vois, parce qu'il y a quand même énormément cet imaginaire d'ingénieurs très naïfs sur la question politique, qui est qu'en gros, ce qui pose problème dans la société, c'est qu'effectivement, on a des objets qui sont pas les bons, ils sont pas compatibles avec des modes de vie durables. Si on avait les bons objets, tout irait bien. Et non, ça marchera pas comme ça. C'est évident, parce que c'est pris par des logiques de marché, donc ça n'existe pas un marché qui s'auto-limiterait en disant c'est bon, les gens ont les bons objets et ça s'arrête. Non, il y aura toujours l'autre qui va sortir le véhicule intermédiaire un petit peu plus performant, ou etc. Voilà, repris par les logiques classiques. Oui, mais en sachant que ces objets ne sont pas juste pris dans les logiques de marché, ils sont aussi pris dans des logiques d'utilité dans une société donnée. Je serais incapable de retrouver le nom, mais il y avait un documentaire il y a 15 ans qui se regardait beaucoup dans les milieux écolos, qui devait s'appeler La vie en banlieue aux États-Unis, c'est un truc américain, et qui démontrait, c'était un documentaire où les gens défendaient l'idée qu'il y allait avoir la fin du pic de pétrole, et que donc toute la vie allait se terminer de ce fait-là, qui de fait s'est avéré faux, mais en tout cas qui montrait à quel point aux États-Unis la totalité de la vie quotidienne est rendue possible par les voitures. Mais en réalité, elle n'est pas rendue possible par les voitures. C'est parce qu'il y a eu les voitures que les gens sont allés habiter bien sûr. C'est les fameuses trajectoires sociotechniques. Voilà, la technique façonne un monde, mais elle sort pas de n'importe où. Elle est la production d'un certain monde. L'organisation de la vie aux États-Unis aujourd'hui, avec des vélos, c'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Donc il y a une compatibilité absolue entre le régime technique et le régime économique et politique dans lequel on vit, et donc forcément... Et cette vision là que tu décris, cette difficulté à penser un peu le caractère politique de la technique, finalement, donc la technique comme quelque chose de neutre, ça s'explique assez bien aussi... L'ingénieur va mettre du temps avant d'arriver jusque-là, et justement, il va pouvoir plutôt, comme on le disait tout à l'heure, demander aux politiques de régler les choses. En gros, le paradigme de la neutralité de la technique, c'est de dire il n'y a pas de bonnes et de mauvaises techniques, il n'y a que des bons et des mauvais usages. Et ça, cette vision extrêmement dépolitisée de la technique,
elle est tout à fait concordante avec l'idée que, bon ben moi mon travail, il fait pas le bien, mais bon, on m'interdit pas de le faire, c'est que ça doit être ok, c'est aux politiques de gérer ça, et donc pour la technique, ça va être aux gens de s'éduquer à comment utiliser leur smartphone. Si ça a des mauvais effets, c'est que voilà, les gens doivent s'éduquer, ou il doit y avoir de la réglementation. Et l'idée que la technique comme ça trace des trajectoires qui fait que chaque génération, elle hérite, là pour le coup, je suis tout à fait d'accord de cette idée, elle n'a pas toutes les cartes en main, elle hérite de certaines cartes qui ont été produites par une trajectoire comme ça socio-technique, et donc elle a un choix qui est limité. C'est pas une vision qui est très diffuse dans le monde des ingénieurs, où il n'y a pas une fascination pour la technique qui serait du type pour les objets techniques, pour les gadgets. Ça, c'est, je pense, une vision extrêmement fausse. Les gens qui campent sur le trottoir pour la sortie du dernier iPhone 15, là, c'est pas des ingénieurs, bien souvent. Ils ont un regard extrêmement lucide et comme un peu distancié, tu vois, sur la technique, une forme de réflexivité sur ce que c'est. Pour autant, il y a quand même une fascination pour ce que peut la technique. Et on aurait du mal à s'empêcher en tant qu'ingénieur, c'est-à-dire l'ingénierie, c'est la science de la pratique. Moi, je les appelle les technologistes des ingénieurs, c'est-à-dire les pratiquants de la technologie. Technologie, c'est une approche scientifique de la technique. On ne va pas faire de la technique comme ça, n'importe comment. On va utiliser les connaissances scientifiques, la modélisation, la physique, les modélisations physiques du monde pour produire des techniques les plus efficaces, etc. Et donc l'ingénieur, il est cette personne en charge de produire de la technique ou de la mettre en œuvre avec des moyens, avec une approche scientifique. Et ça induit donc une vision, quand on est comme ça au quotidien à fabriquer de la technique, il y a comme un rapport quand même assez métaphysique avec la question technique, où on va la considérer comme une espèce de force un peu parallèle à l'histoire humaine. Il y aurait l'histoire technique. Et ça serait comme de la responsabilité des humains. Donc là, on est vraiment en plein dans les paradigmes, tu sais, de l'anthropologie du 19e, un sens de l'histoire, un évolutionnisme, ou voilà, l'idéologie du progrès, tout simplement. Plus on avance et plus on va vers le mieux. La machine du progrès, c'est quoi ? Il faut faire de la bonne science, ça va faire de la bonne technique, qui va entraîner un progrès social, un progrès humain, parce qu'on travaillera moins, il y aura plus de production, etc. On aurait trouvé la recette du développement humain. Et donc, ça, c'est une vision de la technique comme vraiment avec un rapport un peu métaphysique à cet objet, et il serait comme de la responsabilité des humains, des sociétés humaines, de faire avancer cette voie technique-là, cette espèce de force transcendante qui va être le moteur de l'histoire humaine, vu que c'est la technique qui entraînerait le progrès humain, mais qui ne se fait pas tout seul. Il faut quand même que les humains participent, qu'il faut qu'ils fassent de la science et qu'il y ait des ingénieurs pour découvrir cette technique-là. Et l'exemple que j'aime bien donner, c'est moi quand ChatGPT est sorti, j'ai moi-même été complètement fasciné, j'ai testé dès les premiers jours, j'ai testé, je trouve ça complètement incroyable. Et la vision que peut avoir un ingénieur qui travaille dans différents domaines, pas forcément dans le domaine de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, c'est de se dire, effectivement, on se rend bien compte que ça peut avoir des effets sociaux négatifs, ça va pas être très bon pour la multiplication des fake news, ça va être, là on entre en plein dans l'ère de la post-vérité, là avec le ChatGPT, on franchit un nouveau seuil, parce que les choses ne sont pas vraies, on le sait, c'est juste des discours crédibles qui sont posés, ou les plus probables, qui sont produits par ChatGPT, donc la vérité exit complètement, ça n'est plus une valeur en soi. Là maintenant c'était déjà le cas, mais là c'est vraiment sûr, on a une machine qui est fascinante mais qui produit des trucs non vrais, mais c'est pas grave, et puis ça va nous dispenser de penser, etc. Donc on peut imaginer tout un tas d'effets négatifs, mais en même temps, mais quand même, ça aurait été dommage de ne pas l'avoir, ne serait-ce qu'en tant que jouet, tu vois, juste pour pouvoir tester, quoi. S'empêcher de faire ces petits jeux-là qu'on a fait, c'est impensable. Et il y a comme une mise à distance des effets sociaux, de ce que l'on produit, comme un rapport très ludique qui est entretenu, ça c'est beaucoup dit dans les entreprises, quoi. Ce qu'il faut, c'est amusez-vous. Si vous amusez dans votre travail, c'est que c'est bon, c'est que vous allez produire des bonnes choses. Il y a une espèce de ludification, comme mais même c'est plus général, c'est une vision
ultra... c'est un stade nouveau, pareil, du néolibéralisme. C'est en gros, si chacun joue, il va y avoir un principe auto-organisateur de la société, quoi. C'est la ludification comme principe organisateur de la société. Et donc, on peut pas s'empêcher de jouer. C'est comme si, son travail, où on a conscience de pas vraiment être soi-même, etc., ça sera plus à l'extérieur qu'on sera soi. Mais c'est... pour moi, le moins en souffrir possible, ça serait, prenons-le comme une salle de jeu, comme le club informatique du jeudi après-midi des écoles d'ingénieurs. Et si derrière, il y a des effets sociaux non désirables, mais ça, c'est pas de mon ressort, quoi. C'est aux politiques de gérer ça. Nous, en gros, on est payé pour nous amuser. Si après, les gens, ils l'utilisent mal, c'est l'impossibilité à renoncer, quoi. Juste se dire, oui, c'est possible. Mais une espèce d'évolution qu'entraîne une évolution fatale. Et d'ailleurs, on entend énormément cette idée que c'est inéluctable. Et ça, c'est le moyen utilisé, le discours utilisé pour faire passer et faire taire toute critique des techniques. C'est de toute façon, c'est inéluctable. Donc en gros, soit vous restez sur le côté en spectateur, vous ne rentrez pas dans le truc, soit... en fait, vu que ça va arriver, il vaut mieux participer. Et ça peut être un discours qui vient légitimer un travail dans certains domaines, de dire, en fait, effectivement, par exemple, les véhicules autonomes, moi je travaille dans les véhicules autonomes un temps, effectivement, c'est sans doute pas désirable, etc. C'est pas super utile. Si l'humanité arrivait à régler tous ces problèmes, peut-être on pourrait en mettre quelques-uns pour jouer et tout, mais au jour d'aujourd'hui, mettre autant d'énergie, de moyens là-dedans, c'est sans doute pas la meilleure idée du monde. Mais bon, en même temps, vu que les Chinois le font, les Américains le font, vu que ça va arriver, autant que moi je le fasse, parce que du coup, nous on le fait, moi j'ai une éthique, et donc je vais le faire de façon éthique. Alors il y a une justification qui paraît complètement aberrante, quoi, de dire, si c'est pas moi, un autre le fera, parce que c'est inéluctable. Enfin, je sais pas si elle est si aberrante que ça, parce que pratiquement, je dis ça, la question vient comme ça, mais est-ce qu'on a en tête des innovations technologiques auxquelles on a renoncé pour des raisons éthiques? C'est le terme. Enfin, alors, il a été renoncé. Je parle pas des trucs qu'on foirait, genre les Google Glass, qui réapparaîtront autrement. Oui, il y a des trucs. Oui, il y a des choses qu'on peut pas faire sur l'utilisation en génétique. On peut pas faire ce que l'on veut. Ouais, mais on les bloque a priori. On les bloque a priori. A priori, on se dit, on ne veut pas aller jusque là. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est bloquer a priori. Tu vois, sinon, une fois que c'est fait, c'est trop tard. C'est que le droit. Une fois que ça a été développé, c'est trop tard. C'est le droit. Il n'y a pas de renoncement. Dans la technique elle-même, elle peut pas renoncer à sa dynamique. De renoncement démocratique, mais vous voyez de la démocratie technique. Elle est où une assemblée où on discuterait des futures technologies désirables? Ça n'existe pas. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a été sorti de la démocratie. Ce qui règle la direction, qu'est-ce qui détermine, qui gouverne l'évolution technologique, c'est les lois du marché. Et uniquement. Et des idéologies héritées de ce qui serait bon pour l'humanité, ce qui va arriver et tout. Et en génétique, en plus, c'est quand même... ces refus sont quand même, j'ai l'impression, beaucoup teintés par tout un héritage chrétien, sans critique outre mesure, mais j'ai l'impression que c'est des barrières morales, liées à une idéologie un peu antérieure, qui est l'espèce de fond chrétien. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais... je dis pas ça, parce que si on sort... en dehors de cette question-là de la génétique, qui donc touche un truc un peu intime, dans les armes. D'autres exemples? Oui, dans les armes. Il y a des armes qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a plus le droit de produire des mines antipersonnelles, on n'a plus le droit de produire des gaz létaux, des choses comme ça. Oui, il y a des armes qu'on ne peut pas faire. Mais on peut faire des avions, alors que... la question, elle est que... On a parlé tout à l'heure de nos dépendances au système technique. On n'est pas dépendant à tout. On n'est pas dépendant à l'iPhone 15 par rapport à l'iPhone 14, clairement. Mais le système, lui, en est dépendant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'iPhone 15 qui sort, tout s'effondre. C'est plus possible. S'il n'y a pas le ressort du consumérisme, la société, le capitalisme s'effondre. Donc la dépendance, elle est là aussi. Donc plutôt que d'imaginer des voies pour un peu réglementer et interdire comme ça certains éléments techniques qui montreraient que ça n'est pas inéluctable. Effectivement, il y a une part où il s'agit de sortir des dépendances. Et quand même, moi, je souligne à nouveau le fait que le discours de l'inéluctabilité de certains développements technologiques, il sert surtout à
évacuer la question éthique, le questionnement éthique. Pour moi, pas de souci. En fait, tant qu'on désire la technique, c'est quand même aussi le désir de technique. C'est-à-dire, on pense à tous ces usages et cette espèce d'enchevêtrement de dépendance dont tu parles très bien, mais il y a aussi après des désirs, comment dire, ça entraîne des désirs encore plus flous, mais je pense à la géo-ingénierie, on en parlait tout à l'heure, mais c'est-à-dire cette idée que de toute façon ça sauvera. À partir du moment où la technique est aussi fondamentale dans nos dépendances au quotidien, dans tout, dans la structuration, je pense vraiment des régimes affectifs, de croyances, de plein de choses, c'est aussi, et je pense que ça n'est pas forcément que très concret, très précis pour certaines personnes, je pense que c'est aussi vraiment derrière, en fond, dans l'esprit de beaucoup de gens, le salut, et le salut final, quoi. Ce qui permet quand même que le business as usual continue. Donc le technosolutionnisme. Oui, c'est ça, voilà, on captera le CO2, c'est une croyance qui est floue, mais qui en fait, je pense, c'est beaucoup plus commune. Alors déjà, on peut quand même observer le retournement entre l'idéologie du progrès qui est demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et donc la technique qui est comme un moteur de progrès, et celle qui absorbera les conneries, quoi. Et le technosolutionnisme qui est demain sera moins pire que ce qui pourrait être si on met en œuvre telle et telle technique. Donc la technique comme moyen de éviter ou administrer ou réduire la catastrophe. Qui est quand même un retournement de l'idéologie du progrès qui s'est passé grosso modo dans les 50-70 dernières années, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Un retournement du progrès. Quelle vision ils ont les ingénieurs de ça? Bon, c'est clairement pas des chantres du progrès, ils sont pas tous comme Elon Musk en se réveillant le matin, transhumanistes à fond, technosolutionnistes à fond, ou éco-modernistes pour les questions écologiques, en disant que c'est grâce à il faut des nouvelles technologies pour réparer les effets négatifs des anciennes, etc. Je pense que c'est pas du tout ce que j'ai observé dans ma modeste enquête, on pourrait dire, d'une dizaine d'années de socio-anthropologie dans le milieu des ingénieurs. C'est pas du tout ce que j'ai observé. C'est plutôt en particulier, comme je disais, c'est pas ceux qui vont faire la queue pour avoir le dernier iPhone, etc. Il n'y a pas cet engouement pour la technique. Moi, je travaillais, donc on faisait des véhicules autonomes. La plupart des gens, ils venaient en vélo. Tu vois, un vélo tout simple, même pas un vélo électrique, dernier cri, etc. Ils venaient avec juste un vélo. Donc, si c'est pas le goût du dernier gadget qui les anime, est-ce que c'est l'idée que ces techniques-là pourraient sauver quelque chose? Moi, il me semble que c'est pas le cas de ceux qui doutent et de ceux qui sont en dissonance cognitive. Et que c'est justement pour ça que ça creuse la dissonance cognitive. C'est-à-dire, en fait, j'ai conscience que ce truc-là, ça va pas dans le bon sens. Alors, vu que j'y reste, il va falloir que je rationalise ça, vu que je reste dans ce travail-là. Et donc, ils vont dire que c'est peut-être pas si pire, c'est peut-être un moindre mal. Ou bien, j'aime beaucoup cet argument qui est souvent annoncé. En gros, c'est si toutes les planètes sont alignées, ça pourrait servir à quelque chose. C'est-à-dire, dans certains cas, donc le véhicule autonome, l'argument c'est, non mais dans certains cas, dans certains centres urbains, si vraiment des politiques publiques de réaménagement des voies et tout sont mis en œuvre, on pourrait en mettre un certain nombre parce qu'on économise le coût du chauffeur et tout, et ça pourrait avoir un impact positif malgré la complexité de ces systèmes, et si on devient dépendant de capteurs qui sont fabriqués en Chine, qui nécessitent tel et tel métaux, etc., pour nos déplacements, c'est pas terrible non plus de se créer cette nouvelle dépendance-là. Mais malgré tout, si toutes les planètes étaient alignées, il y a certains cas où ça pourrait être éventuellement positif. Mais en disant ça, ce qui est génial, c'est que ça a un effet d'occulter l'immense majorité des cas qui sont ce qu'on appelle les vrais business cases. Là, les endroits où on va pouvoir vendre ces véhicules autonomes qui ne correspondent pas à ce cas extrêmement marginal. Ouais, donc là, on a un bon exemple de narration comme ça pour justifier une activité sans trop se poser de questions. C'est plus sur un malentendu que si c'est exactement ça. C'est ça.